Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre de la formation Crypto 301 dans lequel nous allons étudier plus en détail les mécanismes des signatures numériques, deuxième grande méthode cryptographique utilisée sur le protocole Bitcoin. Dans ce premier cours, nous allons étudier plus en détail la cryptographie sur les courbes elliptiques. Nous allons voir ce qu'est une courbe elliptique, quelle est la courbe elliptique utilisée sur le protocole Bitcoin et pourquoi est-ce qu'on utilise ce type de courbe. C'est parti. Le mot portefeuille ou wallet dans Bitcoin a été finalement assez mal choisi selon moi. En effet, ce que l'on appelle portefeuille Bitcoin est un logiciel qui ne conserve pas directement vos Bitcoins, contrairement à un portefeuille classique qui permet de conserver des pièces. Alors, juste pour rappel, pour ne perdre personne, Bitcoin avec un B majuscule, ça va désigner le système de paiement électronique pair à pair, le protocole ou le réseau, et Bitcoin avec un B minuscule, ça désigne l'unité de compte de ce système, c'est-à-dire les pièces, ce que l'on échange. Les bitcoins sont donc simplement des unités de compte natives du réseau de paiement homographe. Cette unité de compte est représentée par des UTXO, qui sont des sorties de transactions pas encore dépensées. Si ces sorties ne sont pas dépensées, cela veut dire par déduction qu'elles appartiennent à un utilisateur. Les UTXO sont donc en quelque sorte des fractions de Bitcoin d'une taille variable qui appartiennent à un utilisateur à un moment donné. Le protocole Bitcoin est distribué, il fonctionne sans autorité centrale. On ne peut donc pas faire comme sur les livres de compte bancaires où les euros qui vous appartiennent sont simplement associés à votre identité personnelle. Sur le réseau Bitcoin, on associe la propriété des UTXO à une clé publique, elle-même liée mathématiquement à une clé privée. Comme leur nom l'indique, la clé publique est initialement censée être connue de tous et la clé privée est uniquement connue par le propriétaire des fonds. Donc pour pouvoir dépenser les bitcoins qui sont associés à une clé publique, un utilisateur il va devoir remplir les conditions de dépense qui avaient été créées lors de la transaction précédente. Typiquement, la condition de dépense consiste à prouver au reste du réseau que l'utilisateur est bien le propriétaire légitime de la clé publique associée à l'UTXO qu'il souhaite dépenser. Il va donc devoir établir une preuve irréfutable, une preuve mathématique qu'il connaît la clé privée associée à cette clé publique, sans pour autant dévoiler la dite clé privée au reste du réseau. Pour ce faire, un utilisateur qui initie une transaction doit établir une signature numérique à l'aide de sa clé privée sur la transaction en question. La signature pourra être vérifiée par les autres parties prenantes au réseau, et si elle est valide, cela veut dire que l'utilisateur qui initie la transaction est bien le propriétaire de la clé privée, et donc il est bien le propriétaire des bitcoins qu'il souhaite dépenser. Les autres utilisateurs pourront alors exécuter la transaction. En conséquence, un utilisateur qui possède des bitcoins sur une clé publique doit trouver un moyen de stocker de manière sécurisée ce qui permet de débloquer ses fonds. C'est la clé privée. Un portefeuille Bitcoin, c'est donc plutôt un dispositif qui va vous permettre de conserver facilement vos clés sans que d'autres n'y aient accès. Cela ressemble donc plus à un porte-clés qu'à un portefeuille. Le lien mathématique évoqué précédemment entre une clé publique et une clé privée et la possibilité de réaliser une signature pour prouver la possession d'une clé privée sans la dévoiler sont rendus possibles par un algorithme de signature numérique. Sur le protocole Bitcoin, on en utilise deux. Il y a l'algorithme ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, et le protocole de Schnorr. ECDSA, c'est le protocole de signature qui est utilisé depuis 2009 sur Bitcoin, donc qui avait été implémenté initialement par Satoshi Nakamoto. Et le protocole de Schnorr, les signatures de Schnorr, on les utilise depuis, on peut les utiliser depuis la mise à jour Taproot de novembre 2021. Ces deux algorithmes, ils vont être assez similaires dans le mécanisme, dans les mécanismes mathématiques utilisés. Ils sont tous deux basés sur la cryptographie sur les courbes elliptiques. Donc ils font partie du même domaine de cryptographie et sont basés sur les mêmes problèmes mathématiques. La différence majeure entre ces deux protocoles réside plutôt dans la structure de la signature. Étant donné leur similitude technique, dans cette formation, je vais vous parler uniquement de l'algorithme de signature ECDSA. Mais la majorité des concepts évoqués, ils pourront être également vérifiés sur le protocole de Schnorr. Alors commençons tout de suite. Avant d'étudier les mécanismes de ces signatures numériques, qui sont basées sur la cryptographie sur les courbes elliptiques, eh bien il va falloir étudier ce qu'est une courbe elliptique. Alors, la cryptographie sur les courbes elliptiques, c'est un ensemble d'algorithmes qui utilisent une courbe elliptique pour ses différentes propriétés mathématiques et géométriques dans un objectif cryptographique, et dont la sécurité se base sur la difficulté du calcul du logarithme discret.
Les courbes elliptiques, elles sont notamment utilisées pour réaliser des échanges de clés, du chiffrement asymétrique ou encore pour réaliser des signatures numériques, comme dans notre cas. Donc il y a plusieurs applications des courbes elliptiques au sein de la cryptographie. Alors notamment une des propriétés importantes de ces courbes elliptiques, c'est qu'elles sont toujours symétriques. Ainsi, toute droite non verticale coupant 2 points sur une courbe elliptique va toujours couper cette même courbe elliptique en un 3e point. Donc c'est ce que vous voyez sur ce schéma. Ici c'est une courbe elliptique sur le corps des réels. Si je trace une ligne, si je trace une droite, qu'elle coupe 2 points la courbe elliptique, vous voyez ici vous avez un premier point là et un deuxième point là, eh bien elle coupera également en un 3e point ici. Voilà. Et ça on peut le vérifier avec n'importe quelle droite qui coupe au moins la courbe en 2 points, c'est-à-dire qui n'est pas verticale, mais par exemple ici si je coupe 2 points comme ceci, eh bien je vais encore couper un 3e ici, vous voyez, 3 points. Voilà, et ça va nous servir plus tard. Alors, une deuxième caractéristique essentielle géométrique de cette courbe elliptique, ça va être que toute ligne non verticale et tangente à la courbe, en un point, coupera toujours la courbe en un 2e point unique. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, si on trace une tangente à la courbe, ici par exemple, si je trace une tangente ici, voilà, vous voyez, donc tangente en ce point, eh bien, cette droite, elle coupera toujours la courbe elliptique en un seul et unique point. En l'occurrence, ici. Voilà. Mais ici, même si on continue à l'infini, on ne recoupera jamais la courbe elliptique. Si on trace une autre tangente, par exemple là, donc c'est la tangente en ce point, eh bien, on coupe la courbe elliptique en un 2e point unique ici. Alors, toute courbe elliptique va être définie par l'équation que vous voyez juste en dessous, y carré est égal x au cube plus ax plus b. Donc pour utiliser ces courbes elliptiques dans un domaine cryptographique, on va devoir définir les paramètres de la courbe, et notamment les valeurs de a et de b dans l'équation. Et donc il existe ainsi différents standards de courbes elliptiques qui sont réputés sûrs pour une utilisation cryptographique. La plus connue, c'est la courbe SECP 256R1, qui est définie et conseillée par le NIST. Mais malgré ce conseil, Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin, a choisi de ne pas utiliser cette courbe sur le protocole Bitcoin. La raison de ce choix, en réalité, est inconnue, mais certains pensent qu'il a préféré trouver une alternative car les paramètres de la courbe R1, SECP 256R1, contiennent potentiellement une backdoor. En tout cas, il y a des doutes. Il y a des paramètres, on ne sait pas pourquoi ils sont utilisés. Donc, à la place, sur le protocole Bitcoin, on va utiliser la courbe de Koblitz, SECP 256K1. Et donc, cette courbe SECP 256K1, elle est définie par les paramètres A égale 0 et B égale 7. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur ce schéma, que vous voyez là. Ici, vous avez la courbe SECP 256K1 sur le corps des réels. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu moins creusée là au centre que la courbe elliptique que nous avions vue précédemment. Et ici, vous avez son équation, y carré est égal x au cube plus 7. Donc c'est-à-dire l'équation que nous avons vue précédemment, y carré est égal x au cube plus ax plus b, avec a égale 0 et b égale 7. Alors, en réalité, ici, vous voyez la courbe elliptique K1 sur le corps des réels. En réalité, nous ne travaillons pas sur le corps des réels en cryptographie, sur les courbes elliptiques, mais nous travaillons sur un corps fini, un corps qui est appelé ZP, qui est un corps fini d'entiers positifs, modulo P, où P est un nombre premier. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des nombres réels, c'est-à-dire des nombres à virgule, des nombres négatifs, etc., on va travailler uniquement sur des nombres entiers et positifs. Donc finalement, la courbe SECP 256K1 utilisée sur Bitcoin ne va pas ressembler à une courbe, elle va plutôt ressembler à un nuage de points. C'est ce que vous voyez ici sur ce deuxième schéma. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est la courbe SECP 256K1 modulo 17. Donc en réalité, c'est pas ce modulo qui est utilisé sur Bitcoin, on va le voir juste après, mais vous pouvez voir que ça ressemble plutôt à ça. C'est plutôt des points qui sont tous positifs et naturels, c'est-à-dire naturels qui ne sont pas des nombres à virgule,
Alors pourquoi on n'utilise pas une courbe sur le corps des réels? Eh bien tout simplement, si on travaillait sur le corps des réels, on arriverait à des approximations, à des chiffres à virgule qui seraient finalement des arrondis de chiffres à virgule, et eh bien les calculs en cascade qui sont effectués nous amèneraient à des grosses erreurs, et on pourrait pas se fier vraiment à cette courbe puisque ça ferait trop d'erreurs d'approximation avec des arrondis au niveau des virgules. Là, c'est pas possible. C'est soit on passe par un point, soit on ne passe pas par un point. Et un point, c'est un nombre naturel et positif. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur d'approximation. Alors l'ordre de la courbe qui va être utilisé, c'est P ici, qui est un nombre premier, et qui est égal à 2 puissance 256 moins 2 puissance 32 moins 977. Ici, je voulais noter également en hexadécimal. Donc 0x, rappelez-vous, c'est le préfixe pour indiquer que la suite est écrite en hexadécimal. Donc FFF, c'est un nombre très grand qui est légèrement inférieur à 2 puissance 256. C'est pas le premier nombre premier inférieur à 2 puissance 256, mais il a été choisi pour d'autres raisons. Et du coup, finalement, si on regarde l'équation de notre courbe elliptique utilisée sur Bitcoin, on aura plutôt ça, c'est-à-dire y carré est égal x au cube plus 7, modulo l'ordre de la courbe, 2 puissance 256 moins 2 puissance 32 moins 977. Alors pour le reste de mon explication des signatures numériques, je vais tout de même vous présenter des courbes qui sont sur le corps des réels, c'est-à-dire des courbes comme on voit sur la gauche de cette diapositive, même si c'est faux. Sur Bitcoin, on n'utilise pas ça, on utilisera des courbes qui ressembleront plutôt à des nuages de points, comme la courbe que vous voyez au centre de la diapositive. Mais pourquoi je fais ça? Eh bien c'est pour faciliter la compréhension. C'est plus facile d'expliquer sur une courbe, c'est plus facile à comprendre les mécanismes sur une courbe sur le corps des réels, et fondamentalement les mathématiques qui régissent cela, qui permettent les mécanismes que l'on va voir juste après, sont exactement les mêmes. Voilà, c'est simplement une question de précision des calculs. Pour conclure ce cours 3.1, introduction sur les signatures numériques et sur la cryptographie sur les courbes elliptiques, donc nous avons vu que fondamentalement les outils EXO qui représentaient des bitcoins étaient bloqués par des conditions de dépense, et que typiquement la condition de dépense c'est de prouver que l'on est bien en possession d'une clé privée associée à une clé publique qui possède l'UTXO. Nous avons vu que pour faire cela, on doit fournir une preuve mathématique qui est justement la signature numérique grâce à la clé privée associée. Cette preuve mathématique, elle est basée sur la cryptographie sur les courbes elliptiques, elle est basée sur un algorithme de signature numérique sur les courbes elliptiques. Nous avons vu que la courbe elliptique utilisée sur Bitcoin, c'était SecP 256K1. SecP, cela veut dire Standard for Efficient Cryptography. P256, c'est pour désigner que la courbe est définie sur le corps ZP, où P est un nombre de 256 bits. K, c'est pour Monsieur Koblitz, qui est l'inventeur de cette courbe. Et 1, c'est pour définir sa version, c'est la première courbe de cette famille. Et donc nous avons vu que nous travaillons sur un corps fini d'entiers positifs modulo P premier. Donc P, un nombre premier que nous avons défini. Et pourquoi nous travaillons sur un corps fini d'entiers positifs? Tout simplement parce que sur le corps des réels, on aurait des problèmes d'approximation au niveau des calculs que l'on va faire après, que l'on va étudier après. Et donc l'avantage d'utiliser un corps fini d'entiers positifs, c'est d'éviter toutes ces approximations, de travailler uniquement à partir d'un nuage de points, et donc d'être beaucoup plus précis que si nous travaillons à partir d'une courbe sur les réels, où on a des nombres à virgule, des approximations dans les calculs. Ça serait tout simplement infaisable de faire des signatures numériques sur une courbe elliptique. Fondamentalement, ça pourrait fonctionner, mais on aurait trop de problèmes d'approximation. Voilà, donc dans le cours suivant, nous allons étudier plus précisément ce que sont la clé publique et la clé privée. Nous allons voir non pas leur rôle au sein du protocole Bitcoin, mais nous allons voir au sein de la cryptographie sur les courbes elliptiques, au sein de l'algorithme de signature numérique, qu'est-ce que sont la clé privée, la clé publique, à quoi est-ce qu'elles servent justement sur cette courbe elliptique. C'est ce que nous allons voir dans le cours 3.2. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur ce cours 3.2 et je vous dis à tout de suite.